Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information locale. Nous sommes le lundi 27 septembre, voici les titres de cette édition. Les virades de l'espoir se sont déroulées ce week-end. Objectif, lutter contre la mucoviscidose, sensibiliser et récolter des fonds. Franck Berger, organisateur de la virade des Rois à Saint-Germain-en-Laye, sera avec nous en plateau. Le bilan dans cette édition. Et puis un baby-sit dating a pris place à Montigny-le-Bretonneux samedi, un événement pour faire rencontrer les parents et jeunes baby-sitters. Nous reviendrons sur la difficulté de faire garder ses enfants avec Awa Camara, directrice de la crèche L'Abeille et le Papillon à Montigny. Et le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebari, s'est rendu le vendredi 24 septembre sur le site de Stellantis Motorsport à Versailles-Satori. Un déplacement sur la thématique de la technologie électrique dans le sport automobile, avec notamment la Formule E. Un reportage de Nicolas Dandry et Michael Elmidoro. Vous allez être immergé dans le circuit jusqu'au bout. Une immersion dans une formule électrique DS automobile sur le circuit du Grand Prix de Monaco, l'expérience proposée au ministre délégué en charge des Transports, Jean-Baptiste Djebari. Un essai notamment pour comprendre le fonctionnement de la technologie électrique dans le sport automobile. Il y a vraiment tout un travail autour du pilotage lui-même et un gros travail que j'ignorais, en tout cas dont je n'avais pas complètement compris l'ampleur, sur la gestion de l'énergie. L'idée étant d'utiliser l'énergie à bord pour partiellement la régénérer pendant la course et donc finir avec le minimum d'électricité, mais finir quand même. Ce simulateur de formule électrique est situé sur le site Stellantis Motorsport à Versailles-Satori, un outil destiné aux pilotes pour l'entraînement et la préparation des courses. Chaque pilote passe de l'ordre de 5 jours ici sur le site à préparer la course avant chaque événement. Et donc une semaine avant la course, ils viennent ici pour s'entraîner, préparer les courses, réviser les stratégies, apprendre les circuits, travailler avec leurs ingénieurs pour arriver aussi près que possible sur l'événement de la course. Ce site du groupe issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler est spécialisé dans le sport automobile. 230 personnes travaillent ici, de la Formule E DS automobile au programme d'endurance de Peugeot Sport, avec une stratégie orientée de plus en plus vers l'électrique. L'objectif, c'est vraiment d'appuyer la formule électrique qui a pour objectif de développer l'électrification de l'automobile en général. La spécificité des courses électriques, c'est plutôt des courses urbaines, sur des temps assez courts, 45 minutes. Donc avec des vitesses moyennes un peu inférieures à ce qu'on connaît en Formule 1, donc on n'est pas tout à fait sur le même registre de course, mais en tout cas, ça porte, sur le plan du développement et des applications sur les véhicules de série, ça porte ses fruits. DS Automobile deviendra une marque 100% électrique à partir de 2024. Le dimanche 26 septembre se sont déroulées les virades de l'espoir, un événement national pour lutter contre la mucoviscidose. C'est une maladie génétique non contagieuse qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif et dont on ne guérit pas aujourd'hui. Franck Berger, vous êtes avec nous, bonsoir. Bonsoir Justine. Donc dans les Yvelines, il y a 2 virades cette année, il y en avait 2, une à Chevreuse et une à Saint-Germain-en-Laye, et vous êtes l'organisateur de la virade donc des Rois qui a pris place dans le parc du château de Saint-Germain-en-Laye. Plusieurs défis ce week-end, donc dimanche, sportifs notamment. Quel était le programme sur place ? Alors c'était la 22e virade des Rois à Saint-Germain-en-Laye. On avait un programme éclectique avec des défis sportifs et notamment sur tapis roulant. On avait fait l'année dernière, sous Covid, un seul défi et là on retrouvait le public, on retrouvait les bénévoles, on retrouvait les familles, donc c'était assez émouvant de ce point de vue-là. Et puis il y avait la marque de fabrique de la virade des Rois à Saint-Germain, il y avait les baptêmes en voiture ancienne, en Harley-Davidson, et puis il y avait des animations aussi pour les enfants avec le parcours du souffle, et puis il y avait des marches, une marche sportive le matin et des marches commentées. Justement, vous parlez du parcours du souffle. On est venu en fait dimanche donner son souffle, c'est symbolique ? Oui, c'était très symbolique. À chaque fois, soit on court avec un triathlon, on a fait des courses. Là, cette année, c'était en fait un défi. Il fallait faire plus de 150 km sur des tapis roulants. Et donc, symboliquement, il fallait venir donner son souffle. Et donc, c'est ce qu'ont fait des centaines de personnes à Saint-Germain-en-Laye, sur le domaine national et dans le parc du château. Du coup, vous dites des centaines de personnes. Le public, les Yvelinois en tout cas, étaient présents. Ils se sont mobilisés dimanche ? Oui, c'était assez émouvant. Effectivement, on sentait une volonté de retrouver en fait ce contact. 22 ans à Saint-Germain-en-Laye, ça marque. Et donc, les Yvelinois et les Saint-Germainois sont vraiment très présents et ont répondu présent en fait dimanche. Le temps a été quand même de la partie, même si on a eu quelques gouttes l'après-midi. Donc oui, et donc on a battu effectivement l'objectif qu'on s'était donné, puisqu'on a fait 174 km
en tapis roulant. Les 3 tapis roulants qui étaient là n'ont pas arrêté de la journée, donc objectif rempli pour donner son souffle. 174 km, pas mal. Au niveau des dons, quel est le montant en fait des dons qui ont pu être récoltés? Là aussi, les Saint-Germanois ont répondu vraiment présent. On a eu à peu près 10 000 dons le jour même, et puis surtout on a monté, c'est ce que nous a appris le Covid, des plateformes de collecte avant, et donc on a récolté 22 000 € avant. Et puis on a les virades scolaires aussi à Saint-Germain sur 3 écoles, qui fait qu'on va récolter à peu près 60 000 € sur l'ensemble en fait de la virade. Ce qui est par rapport à l'année dernière, peut-être. L'année dernière, bien. c'était un petit peu particulier parce qu'on était sous Covid, mais les années précédentes, c'était encore une virade plus importante, donc on récoltait à peu près 100 000 €. Mais date dans ce format-là, 60 000 €, ça serait vraiment formidable. Et justement, à quoi va servir cet argent donc récolté? Est-ce qu'il va y avoir des investissements, par exemple? Alors, vous savez que les virades de l'espoir, c'était national, donc il y avait un peu plus de 200 virades en France, et donc tous ces dons-là remontent au niveau du siège et participent en fait au financement notamment de la recherche, puisque c'est vraiment le principal objectif de l'association. Il y a 3 millions d'euros qui sont dépensés chaque année. On est le premier financeur en fait en France contre la mucoviscidose, et donc tout cet argent-là sert à la recherche, sert à améliorer aussi la qualité de soins des patients, parce qu'ils vivent maintenant, on a 55% des patients qui sont des adultes, qui peuvent être en situation précaire, et donc on est là aussi pour accompagner les familles et les patients. Oui, parce que c'est ça, on le disait tout à l'heure, on n'en guérit pas encore aujourd'hui, mais on peut améliorer en fait la vie de ces personnes qui sont atteintes de cette maladie. Oui, même si on a vécu un formidable moment cet été, puisqu'en fait a été mise sur le marché en fait une trithérapie qui s'appelle le Kaftrio, et qui permet à 3000 malades sur les 7500 de pouvoir bénéficier et d'avoir vraiment une amélioration en fait de leur quotidien. Donc ça, c'est vraiment une première victoire. Et puis il faut continuer à se battre pour les autres qui ne peuvent pas bénéficier en fait, les greffés et ceux qui sont atteints en fait de maladies rares, pour effectivement qu'ils puissent bénéficier en fait d'un futur traitement. Donc là, il y a vraiment de l'argent encore à récolter. Le combat continue contre la mucoviscidose et pour aider ces patients-là. Et justement, le combat continue, on peut encore faire des dons, malgré que l'événement finalement ait lieu dimanche, on peut encore faire des dons via une plateforme, via le site qui s'affiche d'ailleurs en bas de l'écran, c'est ça? Oui, www.viradederois.fr, et vous allez sur le site et vous pouvez encore donner. Et jusque quand on peut donner Jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à décembre. Exactement. On peut continuer à faire des dons. Oui. Pour la recherche. Pour la recherche. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, merci. Franck Berger, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes l'organisateur de la Virade des Rois qui a lieu à Saint-Germain-en-Laye. La commune de Montigny-le-Bretonneux a organisé son 10e babysitting ce samedi matin à l'hôtel de ville. Encadré par le pôle jeunesse, l'événement permet chaque année aux familles en recherche de babysitters, mais aussi aux jeunes qui souhaitent garder des enfants de se rencontrer. Une première prise de contact en vue d'un contrat. Célia Gatsongo s'est rendue sur place, regardez. Un babysit dating destiné aux familles et aux jeunes ignimontains à la recherche de garde d'enfants. Les rencontres ont eu lieu à l'hôtel de ville de Montigny-le-Bretonneux ce samedi 25 septembre. Le but, faciliter la prise de contact. Il n'y a aucune décision de prise ce matin, c'est simplement une prise de contact. Les gens reprendront contact par la suite et nous, dans les jours qui suivront, nous continuerons d'accompagner les jeunes. Nous leur ferons rencontrer par exemple une éducatrice de jeunes enfants qui pourra leur donner des éléments sur la meilleure façon de prendre en charge un enfant. Donc c'est vraiment quelque chose à la fois d'un service donné aux familles et donc d'une aide aux jeunes, mais aussi quelque chose de formateur pour les jeunes. 56 babysitters âgés entre 16 et 25 ans se sont rendus sur place pendant la journée. La plupart étaient étudiants. Objectif, gagner de l'argent, mais aussi de l'expérience. Je voulais faire de la garde d'enfants pour avoir des petits revenus, pour les sorties, des petites choses comme ça, pour la vie d'étudiant, quoi. Et donc voilà, c'est très pratique pour les soirées de garder des enfants. J'aime bien m'occuper des enfants et que aussi comme ça je peux me faire un petit peu d'argent de poche. Ça peut être régulier, par exemple juste une soirée par semaine ou alors plusieurs soirées si je suis disponible par semaine. Je suis assez ouverte ou alors occasionnelle, par exemple si les parents veulent sortir un samedi soir ou des choses comme ça. Je voudrais être professeur plus tard, donc c'est une première approche avec les enfants. Puis pour remplir ma semaine qui est un peu vide. Une quarantaine de familles étaient présentes pour trouver la perle rare. On peut rencontrer beaucoup de candidats et se faire une idée en fait assez rapidement des gens qu'on souhaite revoir par la suite et après engager éventuellement. Moi je suis ravie, c'est vrai que les années précédentes j'ai essayé de trouver comme ça, on se dit tiens on va aller au restaurant. C'est assez difficile de trouver quelqu'un comme ça rapidement. Un livret contenant les demandes des familles était distribué aux jeunes.
En moyenne, parents et baby-sitters ont pu prendre une dizaine de contacts. Et pour approfondir le sujet de la garde d'enfants, je me trouve actuellement avec Awa Kamara. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de la microcrèche L'Abeille et le Papillon installée à Montigny-le-Bretonneux. C'est exact. Elle accueille notamment des enfants jusqu'à 3 ans. On va y revenir dans un instant pour parler de votre structure. Mais juste avant, on l'a entendu dans le reportage, c'est difficile parfois pour les parents d'accéder, de trouver des babysitters, notamment de dernière minute. Même en ce moment, actuellement en tout cas, il n'y a pas beaucoup de places en crèche. Vous êtes en contact du coup avec ces parents qui essayent de faire accueillir leurs enfants, par exemple dans votre microcrèche. Pourquoi cette difficulté aujourd'hui de trouver des places ? Écoutez, il y a des listes d'attente parfois au niveau des structures, même s'il y a des assistantes maternelles, même s'il y a des gardes à domicile, le taux de natalité continue à se développer et c'est pas évident selon aussi quand l'enfant est né, est-ce que c'est en début d'année, en fin d'année, des fois les effectifs sont déjà pleins et puis certaines crèches aussi accueillent des enfants par groupe d'âge, ce qui peut aussi peut-être mettre une liste d'attente supplémentaire pour les parents concernés. Vous avez beaucoup de parents qui viennent en vous disant c'est notre dernier recours, par exemple, on n'a pas trouvé de babysitter. Tout à fait. Alors, il y a le terme babysitter qui est plus sur de la garde occasionnelle et quand les parents nous contactent, vraiment, ils veulent un mode de garde qui soit pérenne et avec des horaires qui correspondent à leur emploi. Du coup, on va revenir sur votre structure L'Abeille et le Papillon, la microcrèche. Est-ce que déjà, vous pouvez nous présenter cette structure ? Vous vous définissez en tant que crèche, microcrèche citoyenne et inclusive. Est-ce que vous pouvez nous parler du concept ? Oui, tout à fait. Alors, L'Abeille et Papillon, c'est une entreprise qui a eu le label ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Nous sommes sur le Pas du Lac depuis 2014. Citoyenne et inclusive, c'est parce qu'on veut ouvrir nos portes à tous les enfants. Peu importe finalement leur situation, qui soient en situation de handicap, qui soient valides, ou pour lesquels les parents sont inscrits dans un processus d'insertion sociale et professionnelle. Car parfois, ces parents ne sont pas prioritaires dans les modes de garde. Et nous sommes 2 à gérer cette structure. Maïmouna Ba, qui est la deuxième co-gérante, et moi-même. Et justement, là, vous en parliez un petit peu, vous proposez des solutions notamment aux familles qui ont quelques spécificités, par exemple les familles monoparentales ou qui ont des enfants atteints de handicap. Pourquoi s'adresser en particulier ? C'est plus difficile pour eux de trouver peut-être un accueil pour leurs enfants ? Oui, tout à fait. Si on revient sur le sujet de l'insertion sociale et professionnelle, c'est des familles où parfois dans les crèches, il faut un contrat de travail. Il faut travailler pour pouvoir mettre son enfant en structure. Du coup, ces familles, en général, n'ont pas de contrat de travail. Elles sont parfois en formation, elles tentent une formation ou elles ont aussi parfois un projet d'insertion sociale et professionnelle qui fait que les horaires vont être décalés ou ils ne vont pas être tout de suite par rapport à la demande. Mais pour trouver du boulot, il faut pouvoir avoir un mode de garde pérenne. Donc oui, il y a une spécificité pour ces parents. Et pour les parents d'enfants en situation de handicap, parfois l'école n'est pas encore mis en place, parfois la famille ne travaille pas. Et un mode de garde pour des enfants de moins de 3 ans atteints d'un handicap ou de maladie chronique, c'est d'abord permettre aux familles de souffler et aux enfants de se socialiser et d'être avec leur père. Et donc vous, concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour ces familles ? Alors, on a 2 types de solutions. On a notre microcrèche qui est située au Pas du Lac et qui peut permettre l'accueil de ces familles en lien avec d'autres familles. Et on a depuis peu un service de garde à domicile qui s'appelle Hors les murs et qui permet en fait d'accompagner ces familles à leur domicile. Ce qui est aussi particulier dans ce dispositif, c'est qu'on a été soutenu par la DETS, par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, qui nous permet d'accompagner particulièrement les parents, les familles monoparentales qui sont victimes de violences conjugales ou non, mais qui vivent en centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou en FJT. Ce qui permet vraiment d'avoir un suivi très particulier et de pouvoir aussi pondérer le coût avec une aide, une subvention, pour aider ces familles à accéder à notre service et surtout que ça soit accessible et que l'argent ne soit pas un frein. Et du coup, cette deuxième solution, donc hors les murs, pourquoi vous avez lancé ça ? Est-ce que vous avez ressenti un besoin justement d'être à domicile ? Tout à fait. Déjà, c'est vrai que sur la microcrèche, nous, on a peu de place. Une microcrèche, c'est jusqu'à 10 enfants, on va dire, sur la semaine, chaque jour. Donc, on avait pas mal de demandes et une liste d'attente. Et en fait, le besoin s'est fait encore plus ressentir pendant le premier confinement, en mars 2020, où vraiment, ça devenait urgent pour nous de trouver une solution complémentaire pour des familles qui avaient vraiment plus de mode de garde, pour des enfants en situation de handicap, qui se retrouvaient
sans solution. Donc on a demandé des agréments pour accueillir des enfants porteurs de handicap de 0 à 18 ans ou des enfants de moins de 3 ans par le même service, par l'ADET, c'est enseignement la directe. Et du coup, c'est vrai que pour nous, il semblait nécessaire de compléter notre offre pour pouvoir répondre au plus grand des besoins. Et là, actuellement, donc, combien d'enfants vous accueillez et comment ça marche pour vous contacter? Est-ce qu'on peut encore vous contacter pour faire garder ces enfants? Alors, au niveau de notre structure de la microcrèche, pour l'instant, nous n'avons plus de place. On peut toujours nous contacter à contact@abeillepapillon.fr. Et pour le service de mode de garde à domicile, en septembre, là, on a commencé et on a déjà là, 4 familles qu'on a accompagnées. On a un petit peu de liste d'attente et on continue vraiment à rencontrer les centres d'hébergement. En quelques mois, on a rencontré une vingtaine de centres d'hébergement. Donc les demandes vont continuer, je pense, à venir. Et pour nous contacter, pareil, il ne faut pas hésiter via cette même adresse, contact@abeillepapillon.fr ou au 07 60 90 03 36 où on vous répondra et on essaiera de trouver ensemble une solution. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Awa Camara, d'être avec nous ce soir. Je rappelle, donc, vous êtes la directrice de l'Abeille et le Papillon, une microcrèche qui est située à Montigny-le-Bretonneux. Merci. Un nouveau terrain de jeu pour le club de BMX de Voisins-le-Bretonneux. Vendredi dernier, le pôle glisse créé sur la ZAC de la Remise a été inauguré par la maire de la commune, le président de Saint-Quentin-en-Yvelines et les présidents du club. Ce pôle regroupe un terrain de bicross, un skatepark et des vestiaires, un projet de longue date, financé en partie par Saint-Quentin-en-Yvelines. Et ça va bien sûr valoriser l'engagement de ces jeunes, peut-être à faire de la compétition aussi, hein, mais c'est vrai que c'est un loisir, un sport, une passion aussi. Hein. Puis le vélo, bien sûr, Saint-Quentin va devenir, après la capitale du golf avec la Ryder Cup, on va devenir la capitale mondiale du vélo. Et puis, Vaimalama Chavez, pour changer de sujet, était dans les Yvelines ce vendredi 24 septembre au programme. Un tournage pour la chaîne YouTube Seb avec ta star. La Miss France 2019 s'est rendue à Montalet-le-Bois au cœur de la nature pour participer à un stage de survie. La jeune femme a par exemple appris la cueillette, appris à réaliser un abri ou encore à faire du feu. Un défi lancé par Terre de Seine pour promouvoir le territoire en partenariat avec le youtubeur Sébastien Herson. Vous pourrez découvrir la vidéo début octobre sur la chaîne YouTube Seb avec ta star. Et c'est la fin de ce 7-8 journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez Mickaël Elmidoro pour la présentation de votre journal de sport. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TV78.